Une. Du coup, bonjour à tous ceux qui sont présents et merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, du coup, l'idée, ça va être de vous présenter ce qu'on entend par exploiter ces données et en quoi ça peut vous servir pour piloter votre performance. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Quentin Néant, donc directeur général et associé chez Udicast, et je suis accompagné de Judy Kael, Enchantée. qui va gérer les questions et qui du coup va prendre en compte toutes vos questions. Il ne faut pas hésiter à les poser sur le chat. Et en fin de présentation, on a prévu un petit temps. Donc là, elle me fera un petit récap de toutes les questions, savoir s'il y en a qui se chevauchent. Et à partir de là, on pourra répondre à toutes vos questions. Du coup, on a 20 minutes, on va s'y tenir, on va faire efficace. C'est un sujet qui est quand même assez vaste, mais là, l'objectif, c'est déjà de vous faire comprendre ce qu'on entend par exploiter ces données et ce qu'on entend par piloter sa performance. Donc, dans un premier temps, je vais déjà vous présenter rapidement qui on est pour arriver vite sur le sujet du moment qui vous intéresse. Pour faire simple, Udicat, on est une société basée à Marseille. On s'est créé en juillet 2020. On a on est éditeur de la solution Bineo, donc on est éditeur de solutions, on n'est pas société de services ou de conseil. Et en fait, on a commencé à commercialiser notre solution il y a environ 4 ans. Donc on s'est spécialisé sur le logement social, sachant que notre solution est multisecteur d'activité, on va le voir juste après. Mais ça fait du coup maintenant 4 ans qu'on travaille avec les acteurs de l'immobilier et les acteurs de l'immobilier dans le logement social. On est expert en système décisionnel, donc système décisionnel et traitement de la donnée, c'est un sujet qui est quand même très vaste, mais pour faire simple, tant que vous avez des données, nous on peut en faire énormément de choses. Et ce qu'on cherche avant tout, nous, c'est de vous rendre autonome justement dans l'exploitation des données. Donc c'est le sujet du moment, mais voilà, nous c'est vraiment notre objectif, c'est de vous rendre autonome et que vous puissiez pousser vraiment très loin grâce à vos données et faire du pilotage de la performance. En bas, vous pouvez voir nos différents partenaires. On en a de plus en plus. L'idée ici, c'est surtout de vous montrer un petit peu en fait, c'est créer un petit microcosme, c'est pour vous pousser toutes les solutions qui sont efficaces pour vous et de vous montrer que on se connaît tous, on travaille tous ensemble parce que notre objectif à tous est le même, c'est de vous proposer des solutions pour répondre à toutes vos problématiques. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est éditeur de la solution, enfin d'une solution, je ne vous avais pas forcément dit le nom, donc la solution s'appelle Bineo. Sur le logement social et sur l'immobilier en général, on l'appelle Bineo Imo. Par contre, c'est une solution qui est multisecteur d'activité. Donc là, on voit le petit macaron de l'entreprise innovante. C'est vraiment pour montrer l'innovation de la solution, tout secteur confondu. Donc on s'est focalisé sur l'immobilier jusqu'à maintenant. On commence à sortir un petit peu et d'explorer d'autres secteurs d'activité, notamment l'industrie. Mais sinon, voilà, je pense que vous reconnaissez certains bailleurs et je pense qu'il y en a certains qui nous regardent aussi. Donc voilà, on a quand même pas mal de monde, on en a de plus en plus. L'idée ici, voilà, de vraiment pousser notre solution au maximum sur l'immobilier et sur le logement social. On est du coup, alors pour le public c'est intéressant, mais voilà, on est aussi référencé, la solution Bineo est référencée à l'UGAP, au RESA et à la Canut, qui sont des plateformes d'achat. Dernière slide de notre solution et société. Alors ça c'est vraiment pour vous faire comprendre ce qu'on fait et ce que c'est. C'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail forcément, mais c'est vraiment pour vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc là, ce que vous voyez en bleu et en orange, c'est tout ce qu'on déploie. Donc nous, c'est une plateforme de données, ce qu'on appelle aussi une architecture décisionnelle, qui va de la collecte des données jusqu'à la partie restitution ou valorisation. Donc tout ce que vous voyez ici, à partir de tous les outils métiers, donc j'ai pas tout mis, ça c'est des logos avec qui on travaille déjà, il y en a beaucoup d'autres, mais là ici c'est vraiment pour vous faire comprendre que tant que vous avez des outils métiers, nous on peut collecter ces données-là et vous permettre de la valoriser sous différents formats, c'est ce qu'on voit ici aussi, ça va être des indicateurs, des tableaux de bord, des rapports ou sur Excel avec le TCD. Il y a d'autres types de restitutions comme des maquettes numériques. Mais voilà, l'idée c'est de vous faire comprendre, vous avez de la donnée, on vous donne l'architecture, la structure pour exploiter ces données-là. On arrive sur le sujet du webinar. Alors du coup, le pilotage de la performance, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc ça va être un peu de lecture, désolé, mais c'est pour vous donner une petite définition et après on attaque réellement sur comment exploiter ces données pour faire du pilotage. Donc le pilotage de la performance, c'est quoi? En fait, c'est assez simple, c'est l'ensemble des processus, outils et méthodes que vous pouvez utiliser pour mesurer, suivre, améliorer les performances de votre organisation en fonction de vos objectifs stratégiques. Son nom l'indique quand même pas mal, donc pilotage de performance, ça va être de construire des indicateurs de performance ou KPI, analyser vos données et mettre en place des plans d'action pour optimiser les résultats et atteindre vos objectifs fixés. Pour faire très très simple,
On crée des indicateurs, on va voir qu'on a un indicateur qui est dans le rouge. L'idée, c'est de comprendre et essayer de savoir comment on peut améliorer la situation. Et c'est là où on commence à faire du pilotage de la performance. On a les indicateurs, on se crée ces indicateurs, on essaie de trouver des solutions pour optimiser tout ça. Et du coup, à quoi ça sert? Bah, du coup, je viens de le dire, mais on va le dire différemment. Bah, ça vous permet de rester aligné sur la stratégie d'entreprise que vous avez mis en place, de maximiser, pardon, votre efficacité opérationnelle et vous adapter rapidement aux changements de l'environnement, de votre environnement, notamment sur le logement social, dès qu'on a des lois qui sortent ou des besoins de restitution, ou des besoins d'indicateurs ou des contrôles. L'idée, c'est d'être en mesure de sortir rapidement les indicateurs qui sont nécessaires. Et du coup, ben, on devient proactif. C'est l'objectif vraiment du pilotage de la performance et d'un système décisionnel efficace, c'est devenir proactif. Alors un petit graphique qui explique un petit peu ce que c'est la maturité data. Donc là, on retrouve la dernière étape, ça va être le management de la performance ou le pilotage de la performance. Pour arriver à cette étape-là, en fait, on a différents niveaux. Les premiers niveaux, pourquoi ils sont en rouge? Parce qu'en fait, bon, c'est les premiers niveaux, il y a beaucoup de monde qui est là-dedans. La plupart des sociétés sont dans ces 2 niveaux-là, voilà, soit dans le 1, donc le 1, ça va être quand on parle de décisionnel, tout est fait sur Excel. Donc c'est vraiment, voilà, nos tableaux de bord sont sur Excel. C'est pas du décisionnel, ça fonctionne bien, ça donne quand même pas mal de visibilité sur l'activité, mais c'est pas du décisionnel. Donc faire du pilotage de la performance avec ça, c'est compliqué. Ensuite, on va avoir le niveau numéro 2, donc ça, c'est ce qu'on appelle les indicateurs spécifiques par département, ça va être du silo, donc une vision qui est vraiment rattachée à un outil. On va avoir un outil de reporting rattaché à un outil de gestion, donc par exemple le RP. Ça fonctionne, encore une fois, ça fonctionne bien. Par contre, c'est pas du décisionnel dans le sens où on n'a pas une vision globale. L'idée, quand on fait du pilotage de la performance, c'est d'avoir une vision très large, donc tous les outils confondus. D'où le numéro 3. Donc le numéro 3, c'est vraiment mettre en place un entrepôt de données. Donc l'entrepôt de données, attention, il y a aussi, en anglais, ça s'appelle Data Warehouse. L'idée ici, quand on parle d'entrepôt de données, c'est plus un hub de données, c'est vraiment une plateforme de données. Ce qui va vous permettre d'avoir, bah, voilà, c'est ce que j'ai mis en gras, les premiers à chaque fois, c'est l'analyse transversale. Donc c'est pouvoir récupérer de la donnée multisource et de la croiser pour en faire du pilotage des indicateurs qui sont beaucoup plus globaux. Une fois qu'on a ça en place, là, on peut attaquer les sujets un peu plus intéressants qui sont le management de la performance. Donc là, c'est qu'on va avoir déjà tous les collaborateurs qui auront un espace de travail ou un tableau de bord qui leur sont propres pour vraiment piloter en fonction de leur activité. J'ai mis le petit logo pour vous expliquer un petit peu. Donc le graphique que je vous ai expliqué tout à l'heure sur Bineo, la solution, nous, c'est directement, en fait, c'est un entrepôt de données au sens large. Les différentes étapes. Donc ça, c'est le plus important. Comment piloter sa performance et en fait, comment mettre en place un vrai système décisionnel pour pouvoir piloter sa performance, exploiter ses données. Il faut commencer par mettre les bons outils. Ça coule de source, mais c'est pas forcément évident. Alors, pour mettre en place les bons outils, c'est ce qu'on appelle aussi urbaniser son SI. Urbaniser son SI, on ne le fait pas comme ça du jour au lendemain. L'idée, c'est vraiment d'avoir des besoins en termes d'analyse ou de pilotage. En fonction de ces besoins, donc en fonction des besoins d'analyse, on va mettre en face les bons outils. Donc c'est là où on va mettre, par exemple, les ERP, les CRM, les outils comptables, outils RH, mais en fonction d'un besoin. D'où la nécessité de d'abord réfléchir aux besoins d'analyse avant de mettre des outils qui vont en face, pour vraiment mettre les bons outils qui génèrent la bonne donnée. Une fois qu'on a des outils qui génèrent de la donnée, donc les outils métiers, il va falloir commencer à collecter ces données-là et la centraliser. Ce qu'on appelle aussi agréger ces données. Agréger ces données, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire communiquer les différentes données qui viennent de différentes sources. Pour faire ça, la première étape, c'est de la centraliser à un endroit unique. Donc nous, on parle de data lake, une base de données où on va envoyer toute la donnée, peu importe la source, peu importe le format, on envoie tout au même endroit. Une fois que la donnée est centralisée, il va falloir la faire parler. Donc en fait, là, l'idée, c'est justement de l'agréger, donc c'est de les faire communiquer entre elles. On va passer par ce qu'on appelle le master data, où là, bon, c'est des termes un peu techniques, on pourra rentrer plus tard dans le détail si jamais ça peut vous intéresser. Là, dans les 20 minutes, je ne peux pas rentrer dans tout le détail. Mais du coup, le master data va vous permettre de créer vos référentiels qui vous sont propres. C'est-à-dire que vous créez votre référentiel et ensuite vous allez venir rattacher tous les outils satellites à votre propre référentiel, ce qui vous permet de demain changer tous vos outils d'un coup, mais de garder votre référentiel et de garder toute la suite intacte. Donc tous les tableaux de bord que vous auriez créés restent intacts parce que votre référentiel est toujours le même. Et grâce à ce master data et grâce à ces référentiels, vous allez rattacher tous vos différents outils. C'est ce qui permet, donc d'où la petite phrase en bout
de schéma, ce qui vous permet de ne plus être en mode silo. C'est vraiment un mode où vous voyez toute la donnée à 360 degrés. Une fois que vous allez centraliser vos données, une fois que vous les avez agrégées, il faut les fiabiliser. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez de l'information qui n'est pas fiable, vous n'allez pas pouvoir piloter sereinement. Donc là, l'objectif, c'est de fiabiliser ces données. Et comment on fait ça? Parce que moi, je vous ai mis quelques petites questions. C'est un peu plus large que ça. Mais du coup, pour fiabiliser sa donnée, on va se poser des questions qui sont assez simples. Bah, est-ce que la donnée est à jour? Est-ce qu'elle est complète? Et est-ce qu'elle est unique? Si jamais vous êtes inscrit dans le prochain webinar qu'on fait du coup avec Neat Solutions, qui est notre partenaire, je rentrerai un peu plus dans le détail de la fiabilisation de données. Mais du coup, l'étape de fiabilisation de données, c'est la plus importante, dans le sens où, une fois que vous avez fiabilisé vos données, vous pouvez accéder à la partie suivante, qui est contextualiser vos données. Contextualiser vos données, c'est quoi? C'est créer un modèle de données. C'est des termes un peu techniques, désolé. Donc le modèle de données, c'est, pour faire simple, le jeu de données qui vous est nécessaire pour créer des analyses. Si je fais le parallèle avec Excel, quand vous voulez créer un graphique sur Excel, il vous faut un jeu de données, il vous faut les X et les Y, pour faire très simple. C'est ce qu'on appelle un modèle de données. Donc ce modèle-là, ça va être des axes d'analyse et des groupes de mesures pour dire qu'on peut croiser, si je fais le parallèle avec le logement social, on peut croiser le nombre de logements avec la typologie, avec les usages, avec des dates pour remonter dans le temps, pour pouvoir comparer voilà, le nombre de logements aujourd'hui par rapport au nombre de logements en mars l'année dernière. C'est tout ça qui construit le modèle de données. Donc c'est vraiment donner du contexte à vos données. Une fois que vous avez créé votre modèle, là, l'idée, ça va être de définir les bons reporting, les bons indicateurs, les bons tableaux de bord, les bons rapports. Donc là, il vous faut du reporting qui est global, reporting stratégique, mais aussi reporting opérationnel. Donc en fonction de vos ambitions, en fonction de vos objectifs, et ça vous permet du coup de piloter votre performance. Ça, c'est vraiment, donc là, on a vu que l'importance, c'était déjà d'avoir un bon système qui vous permettait de gérer vos données. Pour faire ça, c'est ce qu'on appelle un système décisionnel. Donc là, l'idée ici de ce slide-là, c'est de vous expliquer comment on met en place. En fait, c'est pas comment on met en place, mais c'est la stratégie de mise en place d'un projet décisionnel. Donc ici, l'idée est de vous faire comprendre qu'on y va étape par étape. À chaque fois, en fait, ça coule de source aussi, hein, dans la vie normale, il faut y aller étape par étape. Donc là, l'idée, c'est de créer des modules ou des lots, ce qu'on appelle des lots, et de les mettre étape par étape. L'intérêt, c'est de faire rentrer progressivement tout le monde dans le projet et de faire rentrer tous les sujets progressivement. Donc, pour sortir le lot numéro 1, ce qu'on appelle un lot, déjà, c'est un périmètre fonctionnel. Donc, un lot n'est pas égal à un outil métier. Donc, on ne parle pas de lot quand on parle là, j'ai mis des exemples, de ICOS, PIH ou Salvia, ce n'est pas des lots. Un lot, c'est vraiment, par exemple, le patrimoine, la facturation, les achats, les ventes, la promotion. Ça, c'est ce qu'on appelle un lot. Donc le premier lot, il faut qu'il soit transversal, il faut qu'il touche le plus de monde possible. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'impacter les gens en interne et de les faire se greffer au projet. Sinon, ça fait un flop, et c'est ce qu'on voit dans la plupart des projets décisionnels, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes impliquées sur le projet, ça fait un flop au bout d'un moment, parce que personne n'est dessus. Donc l'idée du premier lot, c'est vraiment d'être fort en impact. Ensuite, c'est d'avoir un déploiement qui est rapide. Donc si on met 6 mois ou 1 an pour déployer un module, un lot, ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment que ce soit rapide, efficace, et ensuite que la donnée soit existante. Donc ça colle aussi avec le déploiement rapide. Il faut qu'il y ait déjà des outils. On ne va pas se lancer sur un projet si jamais il n'y a pas de données, parce que là, du coup, on ne sera pas rapide. Et ensuite, donc les deuxième lots, troisième lot, quatrième lot seront avec un impact qui est modéré, qui est un peu plus bas, mais toujours assez rapide et toujours avec de la donnée existante. Et ensuite, quand on arrivera sur le quatrième, cinquième, sixième, là, on pourra redescendre. C'est des projets qui arrivent dans un peu plus longtemps, donc on a le temps de mettre en place des outils en fonction de ce qu'on aura vu lors des premiers lots. Cette slide-là, du coup, c'est pour vous montrer un peu sur la partie temporelle. Donc le premier lot, alors ça, c'est les temps standards. Nous, avec la solution, on essaie de diminuer drastiquement ces délais-là. Mais voilà, pour faire simple, il faut compter à peu près 3 à 6 mois pour mettre un premier lot. Le premier lot, pour qu'il soit en place, pour qu'il y ait déjà des tableaux de bord, pour qu'il y ait déjà du monde qui travaille dessus, on met entre 3 et 6 mois. Le premier lot ne va pas décoiffer, sauf pour ceux qui sont uniquement sur Excel. Là, forcément, on met des outils un peu plus esthétiques qui donnent accès à de la donnée rapidement, donc ça change quand même un minimum. Mais c'est pas l'effet waouh qu'on attend d'un système décisionnel. L'effet waouh, on va le retrouver au bout du troisième ou quatrième lot,
et ça s'apprend entre 12 et 18 mois. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'effet waouh et qu'on va grimper très rapidement, c'est une courbe quasiment exponentielle là, et qui va nous emmener avec un état de maturité en interne qui a bien grimpé, un intérêt qui a bien grimpé, et là on a vraiment tout le monde en interne qui veut la même chose, qui veut ses tableaux de bord, qui veut ses indicateurs et qui a compris le principe. Donc assez rapidement, on va arriver à 6-7 lots et ça, c'est là où on voit que ça va commencer à stagner. Pourquoi? Parce qu'avec 6-7 lots, vous avez déjà touché tout le monde en interne quasiment et c'est vraiment quelque chose qui tourne. Donc là, vous êtes vraiment dans le pilotage de la performance, vous changez vos processus, vous mettez en place des tableaux de bord, des indicateurs pour tout le monde, vous êtes déjà dans le pilotage de la performance. On peut aller plus loin, mais ça, c'est pas franchement, il n'y en a pas beaucoup qui vont plus loin et voilà, vous allez voir qu'on atteint peut-être 10 lots au bout de 5 ans, mais c'est vraiment le maximum. Donc ce que ça apporte, bah, ça va être augmenter le fait d'impliquer vos collaborateurs. Donc les collaborateurs pardon, seront plus concernés par la partie data, donc ils vont comprendre pourquoi il faut bien renseigner la donnée dans les outils métiers. Ensuite, ça va être le gain en pertinence du reporting. Donc ça va être des reportings qui sont moins nombreux, mais plus pertinents et plus efficaces. Ensuite, bah, la maturité, ça revient au point numéro 1, donc c'est la prise de conscience en interne. La perception de modernité, parce que quand on passe de Excel à des tableaux de bord, des dashboards, des indicateurs qui ont des couleurs, qui ont des tendances, qui sont interactifs, c'est quand même un peu plus sympa. C'est un peu, voilà, on change d'époque. Et ensuite, des process qui sont beaucoup plus efficaces. On diminue drastiquement les mails et puis on a beaucoup moins de fichiers Excel qui traînent dans tous les sens. On passe sur vraiment un outil qui est centralisé avec une base de données qui est centrale et des outils qui sont communs. J'en viens sur la finalité. Donc la finalité, c'est quoi? C'est du reporting. Donc là, il faut bien choisir son reporting et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous aurez toute votre donnée qui est fiabilisée, là, il faut la restituer. Donc on appelle ça le data storytelling. C'est quoi? C'est qu'on va partir d'un indicateur qui est global et on va essayer de raconter une histoire. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'utilisateur final s'y retrouve assez rapidement. On va partir d'indicateurs qui ont comment dire, des objectifs. Donc là, par exemple, on prend celui-ci qui est en rouge. L'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi il est dans le rouge. Donc là, on a l'objectif, on a le calcul, on sait pourquoi il est dans le rouge. Parce que l'objectif était, par exemple, alors je ne sais pas exactement ce que c'est la vacance. Donc la vacance, on était peut-être en dessous des 200 de l'eau, et là, on est dans le rouge. Donc on clique dessus, on sait comment il est construit. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ensuite de comprendre ce qu'il y a autour. Donc là, on va pouvoir rattacher un tableau de bord avec beaucoup plus d'informations pour rentrer dans le détail. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, donc dans le cas où on a, par exemple, dans les 202, on pourrait très bien faire une liste, mais par contre, on peut aussi avoir un indicateur qui vous dit le nombre de logements qui vont être vacants dans une semaine. À partir de là, on clique dessus, on va avoir la liste des logements qui seront vacants pour avoir quelque chose à faire directement. Donc là, on a la liste et on peut actionner directement des choses à mettre en place pour relouer directement ces logements ou les mettre en maintenance pour travailler assez rapidement, pour les remettre en location rapidement. Il nous reste 2 minutes, 1 minute. J'ai tenu le délai. Je dis Kael, est-ce qu'on a des questions? Non, du tout. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Pas hésiter. Il reste 1 minute. Donc c'était très clair. Tant mieux, du coup, s'il n'y a pas de questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Si jamais il y a des questions qui vous viennent plus tard ou vous voulez rentrer dans plus en détail sur différents points, il ne faut pas hésiter à nous recontacter et puis on fera une démo un peu plus poussée que ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir.